Bonjour à toutes et tous. Merci d'être nombreux et nombreux à cette conférence. Aujourd'hui, donc, on va parler planification, le grand retour. Mais avant de parler de planification avec les spécialistes que nous avons aujourd'hui, que nous avons la chance de recevoir, je voudrais faire le point sur le mandat précédent et les 5 années qu'on vient de passer avec le bilan Macron. Et où on a souvent entendu parler d'écologie, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'après les 5 ans de Macronie qu'on vient de vivre, que c'est 5 ans perdus. 5 ans perdus pour l'écologie, 5 ans perdus pour l'environnement. On l'a vu cet été, la France traverse une des sécheresses les plus importantes de son histoire. 13 départements sont en alerte renforcée et 77 en crise. Le cycle de l'eau est bouleversé, les températures sont anormalement hautes et les mers et océans, la température là aussi, on voit qu'elle augmente fortement et que ça va poser des problèmes assez rapidement. Pour ma part, je suis élu à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Et ces problèmes-là, on va vite les voir avec le réchauffement de la Méditerranée. On a commencé cet été, on va y revenir après, mais on va certainement, malheureusement, dans les semaines et les mois à venir, connaître ce problème aussi. La mobilisation citoyenne et les prises de conscience de chacune et chacun aux enjeux écologiques est en route, mais reste vraiment à l'échelle individuelle. Il est bien que nécessaire, cette approche individuelle n'est pas suffisante. En France, on émet en moyenne 8,2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne en 2020. Il faudrait descendre en moyenne à 2 tonnes équivalent CO2 à 2030 selon les accords qui ont été signés avec les accords de Paris pour maintenir une hausse de la température limitée à 1,5. Des études de cabinet de conseil indépendants spécialistes de l'empreinte carbone telle que Carbone 4 annonce que dans des cas d'un comportement individuel héroïque, on réduirait seulement de 25% l'empreinte et donc la portant de 8,2 actuellement à 6, loin donc de l'objectif signé en 2015 avec les accords de Paris. L'action publique est donc nécessaire et urgente. Dans des revendications des accords de Paris, nous devons d'ici 2030 avoir 40% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique total. Nous en sommes actuellement à 20% seulement. Et la tendance néolibérale est plus à recatégoriser le nucléaire et le gaz comme énergie verte qu'à développer massivement le renouvelable. Ainsi, ces dernières années, des accords de libre-échange ont été signés. Vous avez toutes et tous en tête le CETA qui a été signé il y a quelques années, le Mercosur qui a été signé sous l'ère Macron. Et là, actuellement, un accord de libre-échange est en cours avec la Nouvelle-Zélande. Et à côté de ça, l'agriculture maraîchère, l'agriculture paysanne est très marginalisée par la PAC européenne, attribuant des subventions à l'hectare. Je pourrais également ici citer le refus d'interdire le glyphosate, le refus d'interdire les fermes-usines ou encore la réintroduction des néonicotinoïdes. Quand la Macronie a tenté de faire un pas en avant sur ces mesures, on a eu le cas avec le glyphosate notamment, l'Europe l'a rappelé à l'ordre et ils ont très vite reculé. Et ce qui nous a mené d'ailleurs à être condamnés 2 fois durant le dernier mandat pour inaction climatique. Aujourd'hui, donc pour développer ce sujet de la planification, nous avons la chance, comme je le disais, de recevoir 3 spécialistes de la question. Cédric Durand, économiste et auteur, entre autres, du livre Capital fictif, comment la finance s'approprie notre avenir, qui dresse un bilan du capitalisme financier et son antagonisme avec l'investissement productif. Claire Lejeune, militante écologique de longue date, qui travaille à l'application de la planification écologique, figure centrale de la lutte dénonçant l'inaction climatique de la Macronie. Elle effectue aujourd'hui une thèse, la planification écologique face aux crises. Émilien Gervais est quant à lui spécialiste des questions d'aménagement et de planification et des relations avec les collectivités territoriales. Merci déjà pour votre présence tous les 3. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce qu'est la planification et de savoir d'où vient ce terme planification et ce qui l'entraîne. Donc pour ça, je vais laisser la parole à toi, Claire.
Bonjour tout le monde et merci beaucoup Sylvain pour cette introduction. Effectivement, je pense que c'est important d'ouvrir en prenant un petit peu de champ sur cette notion de planification. Je viens de la philosophie politique, donc je vais essayer de commencer avec une approche peut-être un peu plus conceptuelle, parce que je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir une approche critique sur certaines évidences économiques qui nous sont rabâchées et présentées comme telles, alors que clairement notre système économique aujourd'hui, tel qu'il fonctionne, nous mène dans le mur. Et on est en train de parler en simultané avec Marlène Schiappa, qui est à quelques mètres d'ici, et elle a pris position il y a quelques jours en disant, en gros, la gauche, la NUPS, tout ce qu'ils savent proposer, c'est taxer, réguler, ou taxer, interdire, taxer, interdire, taxer, interdire. Mais la fonction même de l'État, c'est de réguler. Donc, en fait, cette prise de position de Schiappa, à mon sens, elle était emblématique aussi d'une vision néolibérale qui part du principe que l'État doit se rendre impuissant par rapport au système économique et doit simplement accompagner, voire renforcer l'emprise du marché sur nos vies, sur nos environnements, sur le travail. Donc, si on prend le concept de planification au sens premier, c'est finalement assez simple et ça tombe sous le sens. C'est une communauté qui évalue ses besoins, qui organise les moyens de production pour atteindre ses besoins. Quand on regarde la manière dont nos économies fonctionnent aujourd'hui, on est extrêmement loin de cette situation, puisque à mesure graduellement que les marchés se sont construits, les chaînes de production se sont allongées, se sont complexifiées, se sont globalisées, et on a aujourd'hui une intermédiation de plus en plus forte entre la production et la consommation, entre toutes les différentes étapes de la production. Et cette construction des marchés, elle implique aussi des nouveaux impératifs et qui forment une nouvelle rationalité. L'impératif de produire toujours plus, qui n'est pas du tout une évidence en fait, et qui n'est pas du tout quelque chose qui a existé de tout temps quand on regarde l'histoire des sociétés humaines, et ça implique cet impératif de compétitivité, de productivité, et tout ça forme une espèce de doxa qui est aujourd'hui le guide des décisions quand on en vient aux politiques économiques. Et ce qui se perd là, c'est le lien de notre économie, de notre système économique avec nos besoins. En fait, on arrive quand même à une situation où cet été, on peut avoir le choix entre 10 marques de dentifrice différents au supermarché, mais ne pas avoir d'eau au robinet. Donc on arrive à cette situation-là. Et ce qui se perd aussi, quelque part, c'est l'aspect démocratique de notre économie. Puisque avec la validation de cette idée que c'est une main invisible, pour reprendre le terme d'Adam Smith, qui gère finalement les décisions, justement il n'y a pas de décision, il y a une espèce de vide en termes d'intention lorsqu'on regarde le fonctionnement du libre marché. En fait, quand on valide cette idée, on avalise l'idée finalement qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, dans la manière dont on prend les grandes décisions économiques. Donc, on laisse finalement le pilotage au marché avec toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui. Parce que cette main invisible, cette main du marché, on le voit historiquement avec la succession de crises qui forment l'histoire du capitalisme, et on le voit d'autant plus aujourd'hui qu'on a cette espèce d'enchevêtrement de crises qui sont à la fois économiques, sociales, écologiques, enfin tout ça en même temps. Et donc, on a cette histoire où on a à la fois un rôle de l'État pour amplifier l'emprise du marché, et puis l'État réintervient à intervalles réguliers lorsqu'il y a des crises pour remettre de la régulation, remettre de la protection, parce que justement pour faire face aux secousses du marché. Et lorsqu'on regarde les moments où il y a eu de la planification dans le monde occidental, je prends juste l'exemple du New Deal américain lors de la Grande Dépression, et puis de la planification à la française après la Seconde Guerre mondiale, à chaque fois, c'est des moments d'immense crise où en fait l'État est obligé quelque part de reprendre la main pour garantir la cohésion sociale, pour faire face aux conséquences finalement désastreuses du fonctionnement du marché.
Et donc c'est typiquement le cas avec le New Deal de Roosevelt ou la planification à la française, qui sont aussi des moments d'effervescence politique extrêmement forts. Si on prend le cas des nationalisations en France après la Seconde Guerre mondiale, elles se sont faites notamment parce que les ouvriers ont occupé leurs usines, ont réquisitionné les lieux de production pour justement contrer leurs patrons qui avaient collaboré. Donc en fait, c'est à chaque fois un mélange de reprise en main par le haut et puis aussi de grande mobilisation du peuple contre en fait les effets désastreux du marché, et puis avec une volonté de refonder sur de nouvelles bases le marché. Et c'est aussi des moments, à chaque fois, la planification où la notion de justice sociale est extrêmement importante, où il y a généralement des taux de taxation qui sont beaucoup plus progressifs sur les grandes fortunes, où il y a une taxation des profits qui est beaucoup plus importante. Donc, il y a cette définition possible de la planification comme ces moments en fait, où l'État reprend la main face au dysfonctionnement du marché. Mais il y a aussi d'autres formes de planification qui ont été théorisées et parfois appliquées, pas toujours de manière extrêmement heureuse, mais qui ne sont pas juste là en réaction aux crises du marché, mais qui sont là pour imaginer un fonctionnement tout autre, un paradigme économique tout autre par rapport à la logique du marché. On en parlera dans les parties suivantes, je pense, de notre intervention. Mais à mon sens, on arrive à ce moment où la planification, dans certaines sphères, revient dans les discours parce qu'on sent que le marché est complètement en crise et donc qu'il y a un besoin de réaction. Mais il est aussi réfléchi dans des autres sphères du champ politique comme une véritable alternative au fonctionnement du marché. Donc je pense qu'on détaillera ça un peu plus tard, mais je m'arrête là pour ce premier propos. Je ne sais pas qui veut prendre la suite là-dessus. Merci beaucoup Claire d'avoir fait cette mise en perspective. Peut-être quelques précisions sur notre modèle de planification à la française dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, que ce soit... Donc le modèle de planification à la française dont on a beaucoup entendu parler, que ce soit en bien ou en mal selon les positions. Ce qui est intéressant dans la planification à la française, c'est comme l'a dit Claire, ça intervient après une situation de crise et d'effervescence politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'adéquation parfaite entre la gestion de l'urgence et la gestion du long terme. Ce sont des plans de reconstruction et de modernisation. Donc on a vraiment déjà cette habitude de travail qui est de répondre à l'urgence maintenant, donc répondre notamment aux pénuries, mais également profiter de cette opportunité pour moderniser l'appareil productif pour permettre le développement et le bien-être de la société de demain. Donc c'est une habitude qu'on a totalement perdue dans la manière de faire l'action publique. Il y a autre chose aussi qui est intéressante dans la planification et qui émerge au fur et à mesure que l'urgence disparaît, c'est cette vision du long terme et la dimension corrective de la planification. Donc je vais notamment vous citer un passage qu'il y avait dans le 4e plan qui date de 1962. Donc d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 62, on ne parle plus de modernisation et de reconstruction, mais bien de développement économique. Donc on change de paradigme et le constat est que la mondialisation commence déjà à dérégler certains rapports humains et certains rapports dans la société. Et le plan se positionne quand même très clairement en disant qu'il faut privilégier les équipements collectifs aux dépens de la société de consommation et que le plan doit être au service d'une idée moins partielle de l'homme. Donc on est sur une vision qui est très politique, on est sur un véritable projet de société. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour ces éléments. Alors dans ce très bref premier point, moi je voudrais juste introduire l'idée du lien entre planification et socialisme et critique du capitalisme. Parce que, comme ça a été souligné, il y a eu des planifications capitalistes qui ont eu des succès, des impacts importants et progressistes comme le New Deal ou en partie la reconstruction en France après-guerre. Mais il y a eu aussi des planifications capitalistes plus autoritaires dans le cadre du modèle développementiste. On peut penser par exemple à la Corée ou au Japon, etc. Donc il y a toute cette histoire-là et il est important de montrer que le capitalisme a eu aussi besoin de cette intervention décidée de l'État parce que le marché n'était pas capable de faire certaines tâches. Mais il y a aussi, c'est ça le point sur lequel je voudrais insister maintenant, l'idée qu'il y a
dans la tradition des mouvements sociaux à gauche, des mouvements politiques à gauche, en particulier l'idée de socialisme, de communisme, est associée à cette idée de planification, et je voudrais expliquer très brièvement pourquoi. Alors, c'est une opposition qui est à la fois en opposition évidemment à la doctrine libérale, néolibérale de l'efficacité du marché, mais c'est aussi en opposition au sein même de la gauche à certains secteurs qui avancent l'idée qu'on pourrait avoir un socialisme de marché, ou voilà, cette idée-là. Alors pourquoi cette idée a été développée ? Eh bien au fond, c'est une idée théorique toute simple mais absolument décisive. C'est l'idée que si on a une fragmentation des travaux privés, c'est-à-dire que si on a différents producteurs qui sont séparés les uns des autres, eh bien ils vont se retrouver en compétition pour échanger sur le marché, et que cette compétition a pour conséquence, pour permettre simplement de survivre, le profit. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas de profit, vous n'avez pas de capacité d'investir suffisamment, et donc vous perdez au round suivant. Donc fragmentation, marché implique profit. Et s'il y a la logique du profit qui intervient, eh bien tout est bon, parce que la logique du profit, elle est, si vous voulez, au-dessus de toutes les autres normes. Alors certes, comme l'a expliqué Claire, l'État peut intervenir pour limiter, interdire des choses, encadrer, etc. Mais la stratégie d'un bon capitaliste, quelle qu'elle soit, ça va être de trouver la ruse pour passer au-delà de la régulation et pour faire passer les coûts à quelqu'un d'autre. On dit souvent que le changement climatique a été, si vous voulez, le plus grand échec de marché de l'histoire, c'est-à-dire l'incapacité du marché à intégrer. Mais on peut dire aussi, à l'inverse, que le changement climatique est le plus grand succès de ceux qui ont réussi à faire des profits en externalisant les coûts qui sont aujourd'hui le changement climatique. Et donc, au fond du fond, l'idée de planification, c'est qu'il ne faut pas permettre, dans notre organisation sociale, cette externalisation des coûts, cette sortie des coûts. Il faut donc avoir une forme de gouvernement conscient de l'économie. Donc ça, si vous voulez, le projet socialiste, au fond, c'est ça, sa généralité. Alors, je ne veux pas être long, mais je voudrais juste rajouter 2 idées là-dessus. La première idée, c'est que c'est pas juste une idée désincarnée, théorique. Ça va aussi de pair avec le fait que la planification, elle existe aujourd'hui massivement. La planification massive, c'est bien sûr l'action des États, en particulier les services publics. Et on pourrait imaginer que ce qui nous plaît dans les services publics, et qui certes se dégrade à vive allure, mais bon, puisse être un principe étendu à d'autres sphères. Bon. Et puis il y a une deuxième idée, c'est que les capitalistes planifient énormément. Lorsqu'on est dans Amazon, évidemment, c'est régulé par l'objectif de faire du profit. À la sortie, ça fait du profit. Mais tout l'intérieur d'Amazon, c'est 12 millions de produits qui sont caractérisés, dont la circulation est organisée, etc. Selon des critères qui ne sont pas exactement immédiatement des critères marchands, qui sont des déterminations physiques. C'est bien plus que ne l'était le Gosplan à l'époque soviétique. Donc, si vous voulez, lorsqu'on pense à la planification aujourd'hui, il y a aussi des instruments tout à fait disponibles, mais qui devraient être transformés, renversés dans leur logique, qui existent. C'est pas quelque chose seulement dans l'utopie. La deuxième dernière idée que je voulais rajouter, c'était... alors, c'est quoi Plomb pour... Non, je me souviens pas, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais voilà. Donc merci à tous les trois pour ces premiers retours. Alors par rapport donc à la planification, on voit que ça vient pas c'est pas d'hier. C'est une vieille méthode, on va dire. On en entend beaucoup parler, comme je disais tout à l'heure. Et pourtant, même si Macron, à chaque fois qu'il parle presque, ou un de son gouvernement nous parle de planification, c'est aussi les mêmes années où des projets comme Amazon se développent et tout ce consumérisme, cette consommation, on va dire, non raisonnée, se développe de plus en plus. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, l'idée de planification est-elle pertinente et pourquoi elle prend de l'ampleur? Et quels sont les mésusages du coup qui en sont faits donc, au sein de notre gouvernement, mais aussi au sein du quotidien de tout un chacun. Donc là, je laisse, c'est Cédric qui recommence à nous parler de ça. Alors, il y a un retour à la mode de l'idée de planification. Et franchement, pour celles et ceux, notamment au PG avant, il y avait des gens qui défendaient l'idée de planification dès les années 2000, la planification écologique. Martine Billard avait déposé une proposition de loi, mais c'était vraiment dans un contexte complètement
hostile. L'idée de plan était vraiment rejetée absolument, y compris dans notre rang à gauche. Moi, j'ai des très bons camarades qui me disaient « Je suis d'accord avec toi, l'idée de planification, c'est bien, mais le terme est définitivement perdu à cause de l'expérience bureaucratique soviétique. » Donc, victoire, grâce à Macron, aujourd'hui, planification, c'est mainstream. Donc voilà, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. C'est une victoire idéologique. Alors évidemment, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a cette victoire idéologique. C'est une victoire idéologique qui a une racine toute simple, qui est en fait leur échec, qui est un échec majeur. Leur échec qui est un échec majeur. Et quel est-il cet échec ? Eh bien, c'est une série de crises qui montrent bien que le fantasme néolibéral d'une société intégralement régulée par la compétition et par la logique marchande ne fonctionne pas. Et ces crises, s'ils s'enchaînent, c'est quoi ? C'est d'abord la crise financière de 2008. Il faut bien comprendre que cette crise financière de 2008, c'est des conséquences majeures, j'en parle pas du tout là, mais c'est aussi la fin d'une idée qui était que le grand remplacement de la planification socialiste allait être, qui était donc le grand rival du XXe siècle dans le capitalisme, allait être la coordination marchande. Et la coordination marchande générale, c'est la finance. Si vous voulez, il y a le marché qui gère les produits, mais la finance, ça gère l'avenir, ça gère l'investissement. Donc si on n'a pas un gouvernement conscient pour gérer le futur, qu'est-ce qui peut le faire ? C'est la finance. La crise de 2008 montre que la finance ne peut pas remplir cette fonction-là. Premier moment. Deuxième moment, évidemment, la question de la crise écologique. La crise écologique qui se déploie dans toutes ces... Bon. Et là, je voudrais citer un économiste écologique, un des précurseurs, William Capp, qui dit la chose suivante. La formulation de politique environnementale, l'évaluation des objectifs environnementaux et l'établissement des propriétés nécessitent un calcul économique substantiel en termes de valeur d'usage, pour lequel le calcul formel en valeur d'échange monétaire ne fournit pas de mesures réelles. D'où l'aspect révolutionnaire de la question environnementale en tant que problème théorique et pratique. Alors évidemment, vous n'avez rien compris parce qu'il y a trop de concepts et c'est beaucoup trop dense, mais vous avez compris que c'était révolutionnaire alors qu'on parlait juste d'un problème de prendre en compte l'environnement. Pourquoi c'est révolutionnaire ? C'est révolutionnaire pour la raison suivante. C'est que dès lors qu'on prend en compte l'environnement, et puis au-delà, évidemment, la question de la satisfaction des besoins, on doit avoir une multiplicité de critères qui doivent être pris en compte. Et de multiples critères, c'est quelque chose qu'on ne peut par définition pas directement comparer. C'est des choses qui sont incommensurables. Et comment on fait pour gérer lorsqu'on ne peut pas directement comparer ? Eh bien, on doit discuter, on doit délibérer. On est dans un cadre de décision politique. Et donc, les grandes crises que j'évoquais, crise de 2008, crise écologique avec les multiples dimensions, on pourrait rajouter évidemment la question de la pandémie qui fait surgir quelque chose de primordial, etc. Ça implique qu'il y a un retour de la politique aux commandes de l'économie. Et la politique aux commandes de l'économie, eh bien, c'est la planification. Alors évidemment, je dois pas être trop long, donc il faut déjà que je pense... Non, ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc évidemment, le fait qu'ils aient récupéré le terme de planification est à la fois très positif parce que ça veut dire qu'il y a un nouveau cadre pour mener les discussions, et en même temps, il y a évidemment un risque, enfin c'est pas un risque, c'est déjà une opération de récupération. Mais elle est quand même assez faible. Elle est assez faible, ça se voit que ça tient pas la route. Bon, d'abord, il n'y a pas de commissariat au plan qui fonctionne véritablement, et puis il y a, si vous voulez, dans le dispositif institutionnel qui est prévu, y compris dans le gouvernement actuel, une absence de prise en compte au sérieux de l'idée même de planification. Alors je vais vous donner un exemple. Dans la feuille de mission qui a été donnée pour le commissaire qui est chargé, enfin pas le commissaire, le secrétaire d'État qui est chargé de la planification auprès de la Première ministre, il y a la mission de coordonner l'élaboration des politiques nationales. Donc en fait, ils réduisent l'idée de planification à l'idée de coordination des politiques qui sont elles-mêmes disparates. C'est pas du tout la même chose que d'organiser un processus de délibération pour définir quels sont les besoins et de définir à partir de ce moment-là les moyens de les implémenter sur différents horizons temporels. Il n'y a pas du tout cette idée-là d'articuler de manière précise. Alors, donc, 2 points pour donner de la substance à ça. Alors, le premier, on reviendra dessus tout à l'heure, donc je ne vais pas en discuter, c'est évidemment les inputs. Quel est le processus démocratique ou le processus quel qu'il soit qui définit les objectifs de la planification ? C'est essentiel, c'est ce qui lui donne la caractéristique particulière qui doit être progressiste, qui doit être émancipatrice que l'on veut. J'en parle pas davantage tout de suite, mais il y a un deuxième élément qui est franchement risible, c'est que planifier sans contraindre, c'est du pipeau. Si on se fixe des objectifs, on doit pouvoir atteindre ces objectifs, et les acteurs économiques en particulier, les firmes, etc., doivent être disciplinés. La politique d'investissement doit être disciplinée. Et donc, il faut des outils précis pour le faire. C'est quoi ces outils ? Ça va être en particulier l'accès au crédit, conditionner le crédit à des objectifs qui vont être ceux du plan. Donc,
quels sont les projets qu'on se donne et de quelle manière on contraint le crédit pour le faire. Ça va être des politiques publiques d'investissement, ça va être de la conditionnalité dans la commande publique. Bref, je ne vais pas vous asséner d'exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des instruments et des capacités de contrainte, il faut que institutionnellement, l'État ait ces instruments pour discipliner le capital. Et ça veut dire qu'il faut que l'instance planificatrice, elle réunisse au moins 4 acteurs décisifs. La Banque de France, pour ce qui est de la politique du crédit. Il faut qu'il y ait l'INSEE pour la connaissance, avoir les moyens de délibérer sur de la qualité. Le troisième élément, c'est la question de contrôler les industries, donc c'est la sous-direction des politiques sectorielles à Bercy. Et puis enfin, c'est la question de la DARES pour la formation, le travail, etc. Il faut au minimum que du côté de l'implémentation, alors je ne parle pas de la délibération, mais de l'implémentation, il y ait un moment de coordination de ces instruments-là pour pouvoir discipliner les firmes et mettre en œuvre la planification. S'il n'y a pas ça, c'est du pipeau et c'est là où on en est aujourd'hui. Merci Cédric. Donc à cette question, pourquoi la planification aujourd'hui ? Bon, déjà on peut reprendre le logiciel macroniste, nous sommes en guerre, donc techniquement c'est le moment de le faire. Il y a une autre chose, c'est que ce qu'on observe depuis un long moment déjà, mais depuis une dizaine d'années, c'est une multiplication et une intensification des crises. Multiplication et intensification des crises, c'est-à-dire qu'on a des crises qui sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, et qui en plus finissent par se conjuguer elles-mêmes. Il est important de noter sur les crises que les crises ne créent pas, elles révèlent. Elles révèlent en fait l'insoutenabilité de notre modèle de développement, de notre fonctionnement en fait. Donc que ça soit sur le plan économique, mais aussi démocratique, car on est dans une grave crise démocratique à mon sens. On a une complexité à gérer dans ces crises, à la fois sur le niveau conjoncturel, donc encore une fois cette notion d'urgence qu'il faut gérer, on l'a bien vu avec la crise Covid, on n'était pas préparé et on n'a pas su y répondre dans l'urgence, donc ça c'est pareil, ça se prépare, pour y répondre on peut agir sur le moment. Et puis il y a cette dimension de long terme, où on a besoin de faire évoluer notre structure de production, comme en parlaient Claire et Cédric, notamment pour ces enjeux de transition écologique, mais aussi pour avoir une transition écologique et sociale juste. C'est absolument essentiel parce qu'on ne peut pas rester dans le même paradigme qui crée des inégalités et des externalités négatives. Donc dans ce contexte qui est, vous en conviendrez, très incertain, on a besoin de donner de la lisibilité, on a besoin de coordonner et de donner des orientations claires. C'est valable pour les agents publics pour qu'ils puissent faire leur travail correctement, et c'est aussi valable pour le secteur privé. Si l'État ne donne pas d'impulsion et ne donne pas d'orientation, le secteur privé peut aussi parfois se retrouver aveuglé. Et c'est pas forcément une mauvaise volonté de leur part, c'est juste que l'État a ce rôle un peu de phare, de fanal dans la nuit. Ensuite, peut-être pour préciser un petit peu les égarements qu'on a actuellement sur la notion de planification, notamment telle qu'elle a été mise en œuvre par le gouvernement actuel et le gouvernement précédent. Pardon. Ah, d'accord. Il faut parler plus fort qu'eux alors. Très bien. Donc, en quoi le gouvernement s'est gouré sur la planification aujourd'hui, en gros, pour simplifier. En septembre 2020, on a vu le grand retour de la planification avec la création du Haut Commissariat au Plan, incarné en la personne de François Bayrou. C'était une notion qui émergeait assez rapidement, et en fait, on a senti qu'on était plus sur une dimension de communication politique, parce que la gauche, justement, faisait réémerger cette notion de planification, et qu'il ne fallait pas la laisser seule s'en emparer. Donc, ce commissariat a été créé. Donc, il y a eu un rattachement au Premier ministre, ce qui est une bonne chose, il faut le noter. Parce que quand on rattache au Premier ministre, en fait, on crée à la fois une légitimité et on crée un poids en fait sur les autres ministères. Et donc, c'est une manière aussi de sortir des arbitrages un peu traditionnels qu'on peut avoir entre les différents ministères, qui généralement se terminent par Bercy a raison et on fera comme Bercy a décidé. Je caricature, bien entendu. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que on a un commissariat au plan qui n'avait pas de feuille de route très précise, et surtout, on n'avait pas de méthode définie. Donc en fait, j'ai fait le calcul, il est assez simple. En 2 ans, on a eu 9 notes de la part du commissariat au plan, qui sont assez courtes, qui sont thématiques, donc c'est sur le commerce extérieur, sur le système alimentaire, il y a eu des choses sur les médicaments aussi, donc c'est des notes qui éclairent, le niveau d'analyse est bon ou pas, on n'est pas là pour en juger, mais ce qui est sûr c'est qu'on est bien sur une approche qui est thématique et sectorielle, et pas du tout sur une vision systémique qui serait absolument nécessaire si on veut avoir une planification cohérente et efficace. Donc on a un retour qui était clairement manqué de cette planification avec le commissariat au plan. Bon, hier on a appris qu'apparemment François Bayrou serait l'homme fort de la planification dans une interview au Point. Donc peut-être que le logiciel va évoluer, je ne sais pas, je ne vais pas en présumer. Ensuite, côté gouvernement, on a eu
pas côté gouvernement direct, mais dirons des sympathisants du côté du gouvernement, on a eu beaucoup de récupération de cette idée de planification. Donc je vais citer notamment les notes de Marine Brault qui ont été faites pour Terra Nova et les notes de Pêche Canfin toujours pour Terra Nova. Vous noterez le positionnement de Terra Nova. Donc c'est des notes qui ont des visions de la planification qui sont des visions actualisées, je dirais. Il y a cette peur en fait à la fois de faire un ghost plan, comme en parlait Cédric, donc cette planification à la russe, et également la volonté de ne pas revenir à la planification à la française, à l'ancienne, qui était jugée archaïque. Donc pourquoi pas, c'est leur vision, moi personnellement je la partage pas. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, comme le disait Cédric, on va arriver à une planification qui se limite en fait à de la coordination. Et en fait, ils reprennent le modèle de ce qu'on appelle le secrétariat général aux affaires européennes, qui a pour but de concerter les différents ministères, de récupérer les positions des différents ministères sur des sujets donnés et d'arbitrer quelle sera la position de la France à l'échelle européenne. On va en gros avoir à peu près ce système-là. Actuellement, c'est très peu clair en fait, parce que les équipes sont pas encore totalement composées côté secrétariat général à la planification écologique et du coup on ne sait pas encore quelle sera la méthode choisie, mais on va aller vers là-dessus. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que depuis quelques jours, on a le Conseil national de la refondation aussi qui revient et qui aurait la volonté de répondre à la question de la légitimité qui est essentielle sur la notion de planification, j'y reviendrai plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas de concertation visiblement avec le Conseil national de la refondation, car ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est qu'il s'agit juste de partager les diagnostics avec les Français, et encore pas tous les Français, ce sera les élus locaux, les chefs de parti, des syndicalistes et les autres corps intermédiaires qui sont habituellement mobilisés dans ce genre d'exercice. Donc actuellement, on ne va pas foncièrement évoluer et changer de logiciel, on n'aura pas de véritable planification, on va continuer comme c'était avant. Merci. Je vais prendre le même point d'entrée que mes deux camarades. En fait, je pense que l'idée de planification revient extrêmement fort. Effectivement, parce qu'on est à un moment d'enchevêtrement de crise, qu'elle soit sociale, on a eu la pandémie, on a eu la crise économique, on a la crise écologique, qui est une espèce de toile de fond de tout ça. Et ça vient briser tous les mythes sur lesquels notre économie et notre manière de gouverner cette économie, ou de ne pas la gouverner justement, se sont fondés. Moi, je suis née en 94, je n'ai connu qu'un monde bousculé par des crises. Et en fait, c'est aussi un rapport à l'avenir qui se joue là-dedans. C'est quelque part, on a eu ce mythe du progrès et de la croissance infinie, où en fait, pour chaque nouvelle génération, ce serait un peu mieux que pour la précédente. Aujourd'hui, on est dans la phase inverse, on est dans une phase de régression. Et ça, je pense que ça crée un immense malaise. Et je pense que l'ensemble des mouvements sociaux qu'on va voir apparaître et peut-être s'accélérer, notamment lors de cette rentrée sociale, elles se nourrissent de tout ça. On a tous la conscience très claire, très nette qu'on va dans un mur, et l'été qu'on vient de passer, et une validation de ce sentiment qu'on a tous, bien sûr. Et je pense que ce qu'il faut aussi dire par rapport à ces crises, et notamment à celles qui découlent du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, c'est qu'elles ne nous tombent pas dessus comme ça d'un coup et soudainement. Elles sont prévues. Elles sont prévisibles. Donc en fait, lorsqu'Emmanuel Macron réagit face aux incendies ou face à la sécheresse, comme si c'était une catastrophe tombée du ciel soudainement, etc., c'est intolérable, parce que en fait, on sait qu'on va vers des décennies où on va être effectivement bousculé par toutes sortes de crises, et le rôle de l'État, c'est de se préparer à ça. Et je pense que du coup, la notion de planification revient dans les discours, parce qu'il y a ce sentiment qu'on va vers des décennies de chaos et qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, quoi. Qu'on a un État qui s'est graduellement départi de tout le pouvoir d'agir qu'il pouvait avoir, et la crise démocratique qu'on vit. Et c'est pour ça que pour moi, la notion de planification et tout le travail qu'on peut faire sur comment on change notre système économique, il est complètement imbriqué avec notre réflexion sur la crise démocratique. Et donc, je pense que la spécificité aussi de ce retour de la planification, c'est spécifiquement par rapport à notre action face au dérèglement climatique, parce que une action face au dérèglement climatique impose de poser des limites. Contrairement, donc ça veut dire aussi se départir d'une partie de l'héritage de la planification à la française, par exemple de post-45, puisque l'ensemble des planifications jusque-là
certes, ont remis en selle l'État comme grand régulateur, ordonnateur, investisseur, mais c'était des planifications productivistes où le but, c'était de produire plus. C'était de renforcer la compétitivité de l'économie nationale sur le plan global et dans l'économie mondialisée. Nous, ce qu'il faut qu'on arrive à réfléchir, c'est une planification qui pose des limites à la production, voire qui fait descendre de manière drastique et rapide la production de certains secteurs. Et ça, l'économie capitaliste néolibérale est absolument incapable de le faire. Il n'y a qu'une reprise en main par la puissance publique et par un grand mouvement populaire qui soutiendra l'action de la puissance publique qu'on peut réussir à faire ça. Parce que, en fait, sous le mythe de c'est la main du marché, tout ça fonctionne automatiquement, il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir. Aujourd'hui, c'est faux qu'il n'y a personne qui décide, en fait. Donc, il y a des pouvoirs capitalistes qui décident, qui forgent la manière dont nos économies fonctionnent. Et je pense que là, je vais en venir à l'idée que le gouvernement actuel pourrait mettre en place une planification. Je pense que, moi j'y attache aucun espoir, mais alors aucun. Il faudrait qu'ils changent complètement leur logiciel, complètement leur mode de fonctionnement pour que ce soit possible. Parce qu'ils ont une vision de l'économie et du rôle de l'État par rapport à l'économie qui est complètement à l'inverse d'une reprise en main démocratique de l'économie et du fait d'imposer des limites et de décider collectivement à partir de nos besoins de ce qu'il faudrait faire. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils vont faire de la planification et notamment de la planification écologique alors qu'ils sont incapables de taxer les super profits de Total. Je veux dire, c'est complètement incohérent. Et je pense que quelque part, le retour de la planification dans leur discours, ça vient un peu capter cette ère du temps, qu'il y a une envie que l'État joue un rôle plus grand, mais la mise en application, je garde un scepticisme assez grand par rapport au fait que ça donne quoi que ce soit. En fait, je pense que les instances qui vont être créées avec le mot peut-être planification, ça va être au mieux du même ressort que la Convention citoyenne pour le climat où on fait un truc gadget et puis on occupe les gens et puis finalement en termes de décision politique, ça se passe ailleurs. Donc je pense qu'on n'a pas un immense espoir à avoir sur la prise en charge de cette notion de planification du côté de l'État. Néanmoins, je pense que ce qui est intéressant avec la manière dont ça revient, c'est que en fait, ça vient de manière un peu émergente. C'est-à-dire que si on regarde rien que la campagne de l'Union populaire, en fait, pendant des semaines et des semaines, on allait partout en France parler de planification, de gouvernement par les besoins, et ça réveille quelque chose. Et c'était un immense mouvement populaire qui s'est créé aussi, qui a débouché sur un vote qui nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Mais je veux dire, il n'y a rien qui bougera sans ça. Et c'est la même chose aux États-Unis. Le Green New Deal, il est porté par un mouvement citoyen qui s'appelle le Sunset, qui a fait élire des représentants. Donc, quelque part, il faut absolument qu'il y ait les deux, qu'il y ait ce mouvement émergent et qu'il y ait à un moment la cristallisation politique et institutionnelle. Mais ça part d'un logiciel qui est tout autre que celui du gouvernement actuel et qui assume de prendre à bras le corps le rapport de force immense qu'il va falloir enclencher si on veut que les choses changent de manière significative. Donc je vais peut-être m'arrêter là et repasser la parole à Sylvain. Merci. Du coup, vos trois interventions nous motivent et nous font vraiment, voilà, on sait ce qui nous attend. En gros, on ne peut pas attendre de Macron des miracles pendant 5 ans, donc la seule solution va venir de nous en tout cas, et du combat qu'on va devoir mener. Et du coup, vu vos interventions, vous nous promettez des nuits de combat à l'Assemblée si on veut vraiment avancer sur ces points-là. Ça tombe bien parce qu'après c'est ce qu'on a prévu et vous savez qu'on lâche jamais rien sur n'importe quel sujet. Mais du coup, comme le disait Cédric, avec le parti de gauche et après avec la France Insoumise, la règle verte notamment, c'est quelque chose qu'on a porté très rapidement. Pendant la campagne de l'Union populaire que tu évoquais, Claire, on a porté aussi l'idée d'un conseil à la planification écologique pour vraiment aller à l'échelle locale, vraiment s'intéresser et savoir comment on peut articuler la planification. Pour vous, comment on peut articuler et comment on doit s'y prendre pour vraiment faire une planification efficace et sans tomber vraiment dans les méthodes qu'on voit actuelles où c'est vraiment un coup de com' mais rien d'efficace.
Alors, s'il fallait faire une recette un peu magique de la planification écologique aujourd'hui, il y a un premier point qui est absolument essentiel, c'est que cette planification soit durable. Donc ça va avec le fait de réinterroger le modèle productiviste, comme disait Claire. Enfin, désolé, j'ai été perturbé. Donc je disais durable, réinterroger le modèle productiviste et du coup avoir en fait un modèle économique et social qui soit écologique. La deuxième chose, c'est qu'elle soit systémique, parce que justement ce qui nous a mis dedans d'une certaine manière, c'est le fait qu'en fait on travaille en silo, notamment sur le plan administratif, mais c'est vrai aussi sur le plan économique. On a trop ces logiques d'arbitrage comme on l'évoquait tout à l'heure. Et puis enfin, le point qui me tient particulièrement à cœur, c'est la légitimité de cette planification. La planification d'après-guerre, c'était surtout un exercice technocratique qui était certes concerté, mais avec certaines parties prenantes uniquement. Donc c'était les acteurs économiques, les partenaires sociaux, etc. Aujourd'hui, on est dans une période de crise démocratique qui peut être une opportunité. Et la planification, en fait, ne doit pas juste être un outil du pouvoir, une technologie gouvernementale, mais elle doit bien être en fait un projet politique. Un projet politique qui est débattu et qui est accepté par les citoyens. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de décider, c'est l'évolution de nos modes de vie. Parce qu'ils vont changer drastiquement si on veut réussir à relever les défis de la neutralité carbone, du renfort du lien social, de la réduction des inégalités. Et donc, à partir du moment où on va toucher au quotidien des gens, à leur mode de vie, il faut à la fois qu'ils comprennent les enjeux, mais il ne s'agit pas juste de leur faire accepter, en fait. C'est qu'ils choisissent également les orientations qu'ils veulent donner à leur société. Donc ça, c'est absolument essentiel. Merci. Le problème, c'est qu'on va avoir un très gros défi là-dessus, c'est qu'on est dans une crise de la défiance qui n'est pas que politique, qui devient institutionnelle aussi, qui est extrêmement forte. Chaque année, il y a le Cevipof qui réalise ce qu'on appelle un baromètre de la confiance politique, et je vous cache pas que pour le regarder chaque année, c'est de pire en pire et c'est extrêmement inquiétant. On avait une crise de la défiance qui n'est pas que française, hein, c'est valable pour à peu près toutes les démocraties occidentales, qui touchent les partis, etc., avec un désengagement partisan, un désengagement syndical, et puis de moins en moins de crédit qui est accordé à la parole politique. On a un souci également qui est que, notamment en lien avec la crise du Covid, on a un problème, c'est que l'expertise qui nous permettrait d'éclairer un peu cette planification pour faire les bons choix d'un point de vue à la fois philosophique et également technique, eh bien, cette expertise, elle a été contaminée en fait par la défiance politique, par la récupération qui a été faite par le politique. Donc on observe dans ces baromètres que la confiance en les experts est en train de diminuer drastiquement. Donc il va falloir là aussi reconnecter les experts avec la société civile. Donc, pour ce faire, il y a dans les années 90, au début de cette crise de la défiance, les gouvernements ont trouvé utile de miser sur la démocratie participative. Donc encore une fois, c'est pas un phénomène français. Depuis les années 90, on voit dans tous les pays d'OCDE une inflation des dispositifs de participation citoyenne à tous les niveaux, essentiellement local, même quasiment que local, même s'il y a eu quelques exercices nationaux. Le problème, c'est que la démocratie participative, dans ces cas-là, a été mal considérée, et je vais m'expliquer. C'est que si on reprend un peu le logiciel de Foucault, la participation citoyenne a été utilisée que comme une technologie gouvernementale, c'est-à-dire en fait c'est un outil comme un autre et il n'y a aucun postulat philosophique derrière. Donc en fait on utilise un outil comme je pourrais faire un flyer de communication ou un site internet. Donc en fait ça ne porte pas ses fruits et en fait il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cette démocratie participative et ça a été complètement déçu. Il y a d'autres écueils comme le fait que ça soit souvent les mêmes personnes qui participent ou les personnes qui soient les plus revendicatives et les plus organisées, mais ça c'est un autre point. Donc d'une certaine manière il va falloir rompre avec ce que certains chercheurs ont appelé un participationnisme d'État, c'est-à-dire en fait le fait d'utiliser la participation citoyenne de manière un peu hypocrite. Il y a un autre point qui est essentiel pour relever ce défi de la légitimité, c'est de redonner au Parlement le moyen de parlementer. C'est quand même la représentation nationale, c'est ça qui nous représente, c'est l'expression populaire qui se fait par la voix de nos représentants. Or actuellement on a une inflation de tout ce qui est procédure accélérée, etc. Je ne parle pas du comportement de la majorité qui n'en a plus, heureusement, peut-être que ça va relancer le débat, mais donc un comportement assez stérile en fait, de non-écoute, d'obstruction, etc. Donc actuellement, on a un Parlement en fait qui représente assez peu parce qu'il n'a plus les moyens de délibérer. Délibérer au sens, on discute, on débat, on argumente et on finit par une position qui fait consensus et qui représente en fait l'expression des représentants qui représentent le peuple. On a un souci également, c'est que notamment, c'est vrai pour la démocratie participative, mais c'est vrai pour le Parlement aussi, c'est le branchement avec la décision. On a dans la Ve République un gouvernement qui est très puissant. L'exécutif a une part prépondérante. Or, quand vous avez le Parlement ou des exercices de démocratie participative qui sont créés
En fait, à la fois on ne s'engage pas sur la manière dont on va brancher les décisions qui ont été faites, donc on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est des gens qui ont travaillé pendant un an, qui sont arrivés à des propositions qui sont relativement concrètes, qu'on les juge bonnes ou mauvaises, il y avait quand même un engagement qu'elles soient écoutées. Hop, pas de branchement avec la décision publique, c'est le gouvernement qui décide s'il récupère ou pas. Donc là, encore une fois, on trahit l'esprit de la participation. Donc, certaines personnes ont réfléchi à la manière de rénover en fait notre modèle de délibération, parce que on est dans un système démocratique et on a besoin de délibération, donc comme je disais, qui associe à la fois le Parlement et le peuple, et donc c'est peut-être la manière de revoir notre fonctionnement par une délibération qui est continue. On ne peut pas se permettre de concerter ou de faire appel aux représentants de la nation qu'une seule fois de temps en temps, sur des sujets qui sont généralement extrêmement micro-locales, comme le développement, je sais pas, d'une maison de quartier, ce genre de choses. Ça suffira pas en fait pour relever les défis d'une planification juste et démocratique. Donc il faut qu'on réussisse à créer les instances. Il y a eu des propositions, par exemple, remplacer un tiers du Sénat par des citoyens tirés au sort. Ça peut être des solutions. Il y a de multiples solutions qui ont été proposées et qui ont été cherchées. J'en proposerai pas, et parce que j'en privilégie pas certaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter avec ces exercices qui sont extrêmement ponctuels et sans engagement. Donc il va falloir repenser cette chose de manière continue. Et ensuite, il va falloir l'articuler à la décision. Et enfin, un dernier point qui est très important pour la question de la légitimité, c'est que c'est très bien de créer des exercices de participation citoyenne, etc. Mais en fait, pour que la planification soit un vrai projet politique, il va falloir le mettre en récit. Actuellement, on a beaucoup de plans qui sont proposés, parce qu'on adore les plans en France, mais qui ne disent pas grand-chose. Donc par exemple, on a les shifters qui ont travaillé sur un plan de transformation de l'économie française. Donc c'est un plan en fait qui comprend des mesures. Donc des mesures sur les investissements, sur les infras, sur la régulation, etc. Mais une France neutre en carbone en 2050, c'est quoi ? Ça parle à personne en fait. On ne sait pas quelle sera notre manière de vivre, on ne sait pas quelle sera la forme de notre habitat, quelle sera la forme de nos métiers, etc. Donc il faut réussir en fait derrière cette planification démocratique à avoir un récit qui permet d'embarquer les gens, qui leur permet de se projeter. C'est pas une manière de vulgariser ou quoi que ce soit. Non, c'est une forme d'engagement en fait. On s'engage sur une vision du monde qu'on aura dans 10, 20, 30 ans. Et on le fait, et on fait adhérer les citoyens, et les citoyens participent à façonner ce récit. Et ça c'est essentiel, parce que sans ça en fait on restera sur des exercices qui sont technocratiques et essentiellement budgétaires. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, je vais continuer sur le même thème que tu as abordé, sur la légitimité démocratique qui est une condition sine qua non de la planification, à mon sens. Et la planification peut être finalement un antidote à cette crise démocratique. Puisque si on la conçoit comme un réarmement de la puissance publique par rapport aux forces économiques, et donc à une repolitisation et même à une redémocratisation de l'économie, en fait ça veut dire que l'État recommence à agir et à avoir une influence sur le quotidien des citoyens. Parce que c'est un peu le problème de l'œuf et la poule, c'est-à-dire pourquoi il y a de la défiance démocratique, de l'abstention, etc. C'est parce qu'on a le sentiment que de toute façon ça ne changera rien, que ce soit des gouvernements vaguement de gauche ou carrément de droite, ça ne changera rien. Ce sera le même système économique qui broie notre environnement, qui détruit nos conditions de travail et qui précarise nos existences. Et en fait, donc si on arrive à redonner de la force, de la capacité d'action à l'État, à la puissance publique, ça peut être un puissant facteur de remobilisation démocratique. Mais en même temps, je pense aussi que si on veut arriver à cette situation-là de réincapacitation de l'État, il va falloir que ça découle d'une grande mobilisation populaire. Donc on est un peu dans une situation d'impasse par rapport à l'articulation entre démocratie et économie qu'il faut résoudre, je pense, par la suite continuer la bataille culturelle et puis continuer tout ce qu'on a fait dans la suite de la campagne présidentielle.
Parce que je pense que ce qui est intéressant aussi avec le fait que ce mot, ce concept revienne beaucoup dans les imaginaires, c'est que ça fait référence à des périodes historiques où certes c'était des planifications de forme productiviste, etc. Mais c'est des moments où l'État, la puissance publique, a été actif et a eu un réel impact. Enfin, c'est des milliers, le New Deal, c'est des milliers d'emplois qui ont été créés. C'était aussi une crise écologique, la Grande Dépression avec le Dust Bowl. Donc, c'est des milliers d'arbres qui ont été plantés. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'absolument significatif et qui portait avec... C'était pas juste une vision économique. Il y avait une vision de ce que doit être la société. Et c'était un vrai projet de société. Il y avait aussi une dimension culturelle extrêmement forte dans le New Deal. Il y a plein d'œuvres qui ont été subventionnées et financées par l'État à ce moment-là. Donc en fait, cette référence aux économies planifiées, elle peut au moins nous permettre de nous accrocher à l'idée que ce qu'on nous vend comme une évidence totale et comme le seul modèle possible ne l'est absolument pas. Il y a quelques décennies, c'était des situations complètement différentes. Et donc, on peut, si on s'en donne les moyens et si on mène et si on gagne les batailles politiques qu'on est en train de mener en ce moment, on peut espérer enclencher cette transformation qui, en plus, aurait, à mon avis, des répercussions au niveau international qui seraient assez intéressantes. Le deuxième point sur lequel je voulais insister avec cette notion de planification telle qu'on la porte au niveau de l'Union populaire, telle qu'on l'a portée pendant la campagne du moins, c'est qu'elle est fondée dans cette idée de gouvernement par les besoins. Et ça s'articule de manière très forte et très directe avec la règle verte. Et là-dessus, je me disais, tout le débat qu'il y a eu autour des jets privés, j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement utile parce qu'il pointe exactement cette question-là. Il pointe la question de, en tant que société, en tant qu'individu même, de quoi on a besoin pour bien vivre, en fait. Et dans une situation où on a canicule, sécheresse, incendie, où on a 117 communes qui sont en pénurie d'eau, est-ce que c'est acceptable qu'il y ait des personnes qui se baladent en jet privé au quotidien, toute la partie de consommation ostentatoire qui est une conséquence absolument directe et une partie intégrante du système capitaliste qui ne fonctionne que parce qu'il nous crée des besoins artificiels de manière constante. Donc cette question-là, c'est la question fondamentale de ce siècle, je pense. C'est en tant que société, de quoi on a besoin pour bien vivre dans la durée. Et la réponse à cette question-là, elle débouche sur une révolution dans la manière dont on conçoit notre économie et notre système politique. Donc, et elle s'articule forcément avec la notion de règle verte, puisque c'est quelque part le but de la planification écologique, ça va être de réencastrer l'économie dans les limites planétaires. Aujourd'hui, on a une économie qui dépasse de très loin tous les seuils qui sont décrits par le GIEC. Et nous, la tâche, c'est de faire rentrer l'économie au sein des limites planétaires et à partir de cette question des besoins. Ça fait écho à tout le travail de Kate Raworth, notamment sur la théorie du donut, que je trouve que c'est une image assez parlante. Et donc, peut-être un troisième point, et je vais m'arrêter là, c'est la manière dont la notion de planification change complètement l'échelle de temps de la politique en réintégrant le temps long. Pour le moment, le temps long, dans la manière dont notamment le gouvernement de Macron l'utilise, c'est une manière de se départir de ses responsabilités, puisqu'on a beaucoup d'objectifs sur le plan des réductions des gaz à effet de serre qui ont été repoussés. Et c'est une manière de se défausser et de pas agir finalement. Donc je pense que la planification telle qu'on doit l'instituer doit avoir une articulation, un maillage très fin des échelles temporelles avec à la fois des objectifs contraignants à court terme et puis la vision de plus long terme qui implique aussi une vision de vers quelle société on a envie d'aller. Et voilà, donc je vais m'arrêter là peut-être et puis laisser la parole à Cédric.
Oui, alors moi je voudrais insister sur l'idée que la notion de planification écologique est un moyen de sortir par le haut du débat sur la décroissance. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de difficultés parmi les écologistes à gauche sur la question de décroissance. Il y a l'idée que finalement la croissance dans un monde fini c'est pas possible, mais en même temps les expériences de décroissance c'est la Grèce après les cures d'austérité. Donc bref, tout ça va pas très bien, quoi. Et pourquoi la planification écologique elle permet de sortir par le haut de ce débat? Parce qu'elle permet de souligner l'idée suivante. Ce qui est nécessaire, c'est de faire décroître notre empreinte écologique dans ses multiples dimensions. Ça, c'est sûr. Il faut faire décroître l'empreinte matérielle. Par contre, ce qu'on veut comme mode de gouvernement, on ne veut pas un PIB décru. On veut un gouvernement de l'économie par d'autres critères que l'économie. On veut un gouvernement qui soit de l'économie qui procède par une évaluation différente, par de multiples indicateurs de richesse. Et lorsqu'on a dit ça, eh bien, souvent, oui, mais comment vous faites? Vous lui mettez les indicateurs de richesse. Eh bien, c'est justement ça le rôle de la planification. C'est en fonction de ces indicateurs-là qu'on va décider de la distribution des ressources. Et donc, finalement, pour faire décroître l'impact matériel sur l'environnement, il ne faut pas nécessairement... Enfin, la question n'est pas de décroître le PIB, c'est pas ça. La question, c'est de passer à d'autres critères pour gouverner l'économie. Et c'est ce que propose la planification. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister, qui est un peu général, mais qui, à mon avis, permet d'engager un dialogue positif sur une question qui nous agite beaucoup tous et tous. Ensuite, il y avait 3 points peut-être plus mineurs, mais que je voulais évoquer, sur les difficultés et les enjeux d'une planification démocratique. La première, c'est de ne pas sous-estimer qu'il y a une logique de confrontation systémique. Et Claire a dit quelque chose tout à l'heure, je le reprends parce que la formulation était vraiment très juste, c'est que, et ça a été dit aussi par Emilien, les planifications passées ont été des planifications productivistes. Et des planifications productivistes, ça permet un accord avec le capital. Le capital est d'accord pour tolérer une intervention importante de l'État dès lors que ça lui permet de faire davantage de profit. Mais dès lors que vous allez organiser une décroissance matérielle et donc vous allez abandonner toute une série d'actifs et que d'autre part vous allez passer à d'autres critères qualitatifs d'évaluation, eh bien là ça ne va pas être commode. Donc la planification c'est quand même une transformation systémique qui implique une forme de confrontation. Donc c'est la première chose que je voulais signaler. La deuxième chose, c'est qu'il y a une tension entre démocratie et planification. On dit qu'on veut une planification démocratique, et on a absolument raison. Mais il faut aussi voir que d'une certaine manière, la planification est contre la démocratie. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que si on décide quelque chose aujourd'hui pour les 10 ans qui viennent, et dans 5 ans, on ne décide pas le contraire. Donc ça veut dire que la délibération dans 5 ans est contrainte et imposée par la délibération précédente. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'une majorité électorale ne suffit pas pour faire de la planification écologique. Il faut qu'il y ait une qualité démocratique, une densité démocratique sur les choix qui sont pris, qui soit extrêmement forte, qui permettent de contraindre des possibilités de décision futures. Et donc voilà, ça c'est, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Le troisième point, c'est qu'il y a aussi je ne pense pas que ce soit du tout le danger aujourd'hui, mais dans les imaginaires qu'on véhicule, il faut quand même répondre à ça. Une planification qui serait totale, algorithmique, et en plus il y a Google, on peut imaginer, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, assez puissantes. Mais au bout d'un moment, même si elle était extrêmement écologique et qu'elle satisfaisait toute une série de besoins qu'on a, elle enlèverait du sens à nos conditions d'existence si elle est intégrale et si elle est technocratique, bureaucratique. Ça serait une forme de réification, on ne serait plus que des objets dans les mains de la planification. Nos vies n'auraient plus de sens dans ce contexte-là. Donc si on veut une planification qui ne soit pas réificatrice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement on discute des objectifs, très bien, je ne rentre pas dans les détails, on le sait, mais ça veut dire aussi que la planification ne résout pas tout. La planification, en fait, elle doit résoudre une série de choses, et il y a différentes échelles dans lesquelles il y a de l'expérimentation, dans lesquelles il y a plusieurs solutions qui sont expérimentées, il y a une diversité de cultures qui se développe. Il faut qu'il y ait aussi du sens et de l'autonomie d'action qui existent. Donc certes, on planifie, mais dans les planifications, c'est une contrainte, donc j'insiste sur la dimension contrainte, on ne peut pas faire n'importe quoi, sinon les choix collectifs sont vides de sens, mais dans cette contrainte-là, eh bien, il reste des espaces pour jouer, pour expérimenter, pour faire émerger diverses cultures et diverses solutions. Non seulement parce que ça donne du sens aux existences, de pouvoir expérimenter ces choses-là, mais aussi c'est plus robuste. Parce que lorsqu'on se plante, on ne se plante pas intégralement. On a différents registres pour pouvoir développer. Donc c'est aussi ça, la dimension démocratique de la planification, c'est aussi laisser cet espace pour la diversité et l'expérimentation.
Merci pour vos retours et vos analyses. Vous avez respecté en plus le temps parfaitement. Donc, s'il nous reste une trentaine de minutes, ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on passe aux questions. Si dans la salle vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ok, si vous pouvez venir, parce qu'en fait, ils captent pas loin, et, et faire la queue par ici en alternant un garçon et une fille, si c'est possible. Voilà. Oui, une fille, un garçon, c'est ordre alphabétique, bien vu. Oui, bah voilà. Donc on a une fille, je vais vous laisser la parole. Si vous pouvez poser 4-5 questions, ensuite on répondra. Voilà. Comment ? Bon. Merci vraiment parce que c'était passionnant et notamment merci vraiment, c'était passionnant et notamment sur les questions de lien entre planification et démocratie, c'est extraordinaire et c'est hyper enthousiasmant. Voilà, ça donne un allant, ça permet de se projeter. Ma question est la suivante. La question on discute démocratiquement de nos besoins, ça vous l'avez pris en compte, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une discussion à avoir sur comment on produit? Alors je ne parle pas seulement des questions écologiques, etc., mais aussi des conditions de travail, tout simplement. Donc est-ce que, parce que bon, vous n'en avez pas parlé, mais parce que je suppose que, voilà, mais est-ce que c'est intégré dans les processus de discussion de la planification? Comment on produit? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on ne met pas en cause aussi la manière de travailler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des prises en compte de questions de réduction du temps de travail, la question des salaires, la question de tout ça. Enfin, voilà. Est-ce que c'est intégré au processus de planification? Oui, donc moi je trouve effectivement que c'est très intéressant d'avoir cette thématique de planification qui a été abordée dans différentes formations, effectivement, depuis hier. Comme beaucoup de gens, je suis investi aussi sur mon territoire et je pense que ça serait intéressant que, avec la NUPES, qu'il y ait des groupes sur les territoires qui soient autour de cette thématique de la planification écologique, parce qu'on est tous investis et je pense qu'on aurait groupé et en lien justement avec les partis de la NUPES, on pourrait agir aussi au niveau du territoire, au niveau des départements, au niveau de la région, au niveau des communes. Et je pense que ça serait une bonne dynamique en côté des manifestations, justement pour lever un peu de manière durable. Voilà, ça c'est ma première proposition. La deuxième proposition que je fais, désolé, ce n'est pas des questions, mais la deuxième proposition, c'est que juste là, c'est un aparté, on est effectivement depuis hier, on est souvent côte à côte avec d'autres interventions et on a comme nous tous, enfin comme tout le monde, on a envie de manifester notre joie en tapant des mains. Je pense qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être faits parce que c'est important de manifester sa joie. Et je propose on a encore 2 jours, je propose qu'effectivement, qu'on utilise ça, ça permettra aussi à tout le monde de participer, de mieux entendre. Et pour les amis qui sont au fond, ce sera plus sympa. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question. On entend bien là, comme ça? Voilà, plus fort encore? Waouh. Alors non, moi c'est une question qui s'adresse donc à Cédric, c'est bien ça? En fait, j'aurais aimé comprendre pourquoi tu fais démarrer le concept de la financiarisation des marchés à partir de 2008, alors même, j'ai entendu, j'ai été bloqué sur 2008, alors que dans mon esprit, effectivement, il y avait déjà des crises bien auparavant, notamment de celle de 97, dont on ne parle pas, mais qui a peut-être amené celle qu'on a connue en 2008. Et je pense que c'est aussi une question d'éducation populaire. Moi, j'ai été très, très frappée, Claire, quand tu dis moi, je suis née en 94 et je n'ai connu que la crise. Moi, je suis née en 70 et en fait, effectivement, on était dans un truc formidable
formidable, les 30 glorieuses et tout machin. Et nous, après ma génération, on s'est pris en pleine figure au moment, je faisais de l'économie, au moment où on parlait d'OPA, des systèmes bancaires et tout. Et ça m'a marqué, puisque de cette époque, on a oublié Bolloré, parce qu'il est né à cette époque. Et donc, on l'a pas vu venir celui-là, avec une partie de ses copains. Donc, pour une question d'éducation populaire, pour joindre différentes générations avec celle des jeunes, parce que je vois beaucoup de scepticisme quand on a fait campagne, quand on parlait aux jeunes, tout ce qui nous répondait, oui mais c'est pas ce qu'on nous dit sur les réseaux. Et alors du coup, nous après on peut pas faire de l'histoire quand on fait une campagne, on n'a pas forcément le temps, mais je trouve que ça c'est quand même vachement important. Et pour rejoindre la question du copain, comment sur nos territoires développer cette question, parler de la planification, mais pas forcément de façon basique et vulgarisée, mais vraiment amener un cheminement d'esprit à partir des années 70, la planification à la française, jusqu'à aujourd'hui. Merci. Oui, alors, c'est bon là? Ouais. Du coup, ma question, c'était la suivante. Du coup, vous avez beaucoup parlé de la partie, on va dire, comment on définit nos besoins, qu'est-ce qu'ils doivent être et la façon dont on délibère. Vous avez un petit peu moins parlé de l'autre côté, c'est comment on fait appliquer. Voilà, loin de moi l'idée de faire le communiste réactionnaire, voilà. Mais effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans la production, qui sont de droit privé. Et voilà, et du coup, ma question c'est la suivante, c'est comment on applique, comment on contraint. C'est vrai que vous n'avez pas un petit peu moins abordé le sujet, du coup c'était un peu ma question. Voilà. Est-ce qu'on socialise tout? Moi personnellement ça me va, mais bon, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Voilà. Et voilà, pour revenir aussi rejoindre aussi la question de ma collègue, le fait d'intégrer notamment les travailleurs dans le processus de délibération, c'est aussi de l'autre côté, le travers, c'est aussi la productivité de l'usine, enfin d'intégrer aussi la notion de productivité, notamment des pratiques productivistes qu'on utilise par exemple dans le milieu agricole, l'utilisation de pesticides ou de machines, et voilà, et l'impact que ça a ensuite sur la productivité, sur tout ce qu'on arrive à produire à la fin. Voilà. D'accord. Il y a eu beaucoup de questions. On peut, vous en voulez une ou deux autres ou... Ok. Bonjour, Martine. Moi, c'est une question un peu taquine. Comment est-ce que je fais avec mon maire macroniste pour commencer à parler de planification écologique et aussi peut-être de collapse. C'est mon dada. On m'entend? C'est bon? Je voulais dire aussi, pour nourrir nos débats militants, etc., qu'on avait vraiment tous intérêt à cette planification, à donner de la visibilité aussi aux chefs d'entreprise, aux salariés partout. On a vraiment tous intérêt à avoir de la visibilité sur l'avenir pour investir, pour créer des vocations, s'impliquer dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, etc. C'était juste pour, voilà, et qui manquait la notion de visibilité sur l'avenir pour les vocations, mais aussi pour les chefs d'entreprise aussi, et pour dire qu'on a tous intérêt à cette planification écologique et sociale, qu'on soit un peu de tous les bords. Voilà, bonne journée à tous. Vous allez On essaye de répondre vite, comme ça vous restez pas debout trop longtemps. Je suis super content que la question des territoires revienne sur le devant de la scène de vous-même, parce qu'effectivement c'est essentiel et on n'en a pas parlé. Donc peut-être pour répondre à la question comment faire avec mon maire macroniste pour parler de planification écologique, c'est pas compliqué. En fait, il y a déjà des mécanismes de planification à l'échelle territoriale. Donc c'est au niveau des plans locaux d'urbanisme, etc. Et en plus, ils sont censés respecter ce qu'on appelle des schémas régionaux d'aménagement et de développement équilibré des territoires, qui ont des objectifs en matière de réduction des émissions carbone, etc. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée d'assister notamment aux délibérations, etc. sur ces sujets-là pour faire émerger en fait les enjeux. Bon, par exemple, il va y avoir un très gros débat sur l'artificialisation des sols, vu qu'on a un objectif zéro artificialisation nette, qui interroge beaucoup, qui fait crier beaucoup de maires, de droite comme de gauche d'ailleurs. Donc voilà, ça peut être une porte d'entrée.
Après, comment est-ce qu'on fait pour que la question des territoires et surtout pour intégrer les territoires dans la planification? Justement, c'est un vrai sujet parce que, comme avec les citoyens, il ne faut pas que cette planification soit descendante. Dans les années 60, on avait une vision systémique, mais on était sur une planification centralisée. Donc, pour la mise en œuvre de tout ce qui était aménagement du territoire et en gros du développement des territoires, on avait la délégation à l'aménagement des territoires et à l'attractivité régionale, la fameuse DATAR, moi qui personnellement me manque, mais voilà. mais qui a été détruite, remodelée, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que les territoires et les échelles territoriales ne sont pas suffisamment sondées dans les orientations qu'on leur impose. On fait une stratégie nationale bas carbone, on la définit, on dit aux régions, mettez ça dans vos schémas régionaux. D'accord, très bien. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on additionne les objectifs de tous les schémas régionaux d'aménagement, on n'est pas aux objectifs de neutralité carbone qui sont imposés par la stratégie nationale. Il y a un petit sujet de concertation, peut-être. Donc, pour ce faire, en fait, il faut qu'on arrive à trouver le mécanisme, l'instance qui permette en fait d'avoir un dialogue continu en fait avec les territoires, parce que c'est eux après qui vont devoir mettre en œuvre, notamment au niveau des collectivités, les objectifs en matière d'aménagement, préservation de la biodiversité, mobilité, etc. Donc on avait un outil qui a un peu disparu, d'ailleurs qui n'a pas été remis en œuvre mais qui existe techniquement, c'est les conférences territoriales de l'action publique qui avaient vocation à discuter avec l'échelle régionale, l'échelle intercommunale, le préfet, etc. En gros réunir toutes les échelles du territoire pour discuter d'un sujet donné. Ça pourrait être un outil comme un autre, repensé, mais ça pourrait déjà être une base. Ce qui est peut-être important aussi, c'est que sur la planification, notamment avec les territoires, vu qu'on n'arrête pas de les refaçonner tous les 5-10 ans avec des nouveaux échelons, des nouvelles compétences, etc., c'est peut-être pas mal de repartir de l'existant pour pas tout perturber et qu'on ait encore un retard à l'allumage de 5 ou 6 ans. Voilà, sur les questions de territoire, je pense qu'on est bon. Donc, je vais essayer de répondre à 2-3 choses. Peut-être d'abord sur le maire macroniste. Moi, je pense qu'il faut vous présenter et remplacer le maire macroniste plutôt que de lui parler de planification, mais à vous de voir. Non, alors sur la dimension territoriale, je rebondis rapidement. Dans le programme qu'on a défendu pendant la campagne, il y a un échelon qui est absolument central, c'est l'échelon de la commune, qui est l'échelon d'une démocratie vivante, de face à face, quotidienne, où en fait tous ces débats sur de quoi on a besoin en tant que société peuvent prendre place. Et après, il y a effectivement une réflexion à avoir sur comment ça s'articule aux échelons supérieurs et comment tout ça remonte au niveau de la prise de décision centrale. Voilà, donc il y a tout ce processus-là qui est décrit d'une certaine manière dans le programme. Il y a sûrement des ajustements à penser et également peut-être des transformations du millefeuille territorial à réfléchir parce que, notamment je pense aux grandes régions, elles ont été pensées sur un modèle libéral pour que nos régions soient compétitives dans un marché mondial capitaliste, quoi. Donc il y a peut-être et entre elles, voilà. Donc tout ça, il faudra peut-être le refondre justement. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut absolument anticiper et prévenir, ce serait une dimension technocratique, bureaucratique, centralisée et verticale de la planification. Et je sais que c'est la crainte qui revient souvent. Oui, mais la planification ne serait pas démocratique. Mais il faut bien voir aussi qu'elle sera toujours plus démocratique que l'omnipotence du marché. Le marché, il n'y a rien de moins démocratique en fait. Vous avez des forces invisibles, enfin théoriquement invisibles, parce que derrière c'est quand même des puissances bien identifiées qui sont à la manœuvre, qui décident de ce qu'il y a dans les supermarchés, qui décident de comment vous allez travailler, de combien d'heures vous allez travailler. Pour les chauffeurs Uber ou autres, c'est des algorithmes qui décident de comment ils travaillent, de combien d'heures ils font à quel moment. Enfin voilà. Donc déjà, je pense qu'il faut identifier le fait que le marché est l'antidémocratie par excellence et que déjà toutes les tentatives qu'on mettra pour essayer de réinjecter de l'intention humaine de la démocratie dans le système économique sera toujours ça de pris sur une situation de marchandisation totale de nos existences. Sur comment on intègre une réflexion sur comment on produit le travail, les travailleurs, etc. En fait, pour moi, ça rentre dans le périmètre des besoins, en fait. Dans la discussion qu'on a à avoir sur ce dont on a besoin, il y a aussi est-ce qu'on a besoin de loisirs, est-ce qu'on a besoin de autant travailler
Donc c'est pas juste une liste de besoins matériels, c'est aussi des besoins en termes de vécu, de manière dont on mène nos existences. Et là-dedans, les conditions de travail, la quantité de travail rentre bien sûr complètement dedans. Et pour moi, ça passe aussi par un renforcement très grand du rôle des syndicats, qui seront bien sûr partie prenante de cette concertation sur comment on planifie, comment on produit, etc. Et la démocratie au sein des entreprises redeviendra une question absolument clé. Donc je pense que voilà, cette question-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordée de manière frontale dans nos interventions, mais elle est très importante. Sur toute la dimension éducation, sur les questions économiques, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on a besoin d'un espèce de grand mouvement d'éducation populaire, parce que je trouve ça complètement dingue en fait qu'on arrive à cette situation d'impasse totale de notre civilisation, et que ce qu'on entend encore dans la bouche de nos dirigeants et dans tous les médias, c'est la croissance, c'est ces mêmes poncifs qui nous mènent droit dans le mur. Moi, j'ai une immense colère, mais j'ai une incompréhension totale qu'on en soit là, quoi. Donc il y a, une incompréhension partielle quand même, parce que derrière c'est des intérêts qui en rentrent en jeu. Mais voilà, donc je pense qu'on a une immense bataille culturelle à mener, notamment sur toutes les questions économiques, et que ce sujet de la planification nous permet de défaire tous ces mythes économiques sur lesquels notre économie a été fondée jusque-là. Je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être un aspect complémentaire pour commencer sur la question du travail. Le travail, c'est aussi le sens du travail qui change dans une économie planifiée, à deux niveaux. Premier niveau, c'est que l'idée de job à la con, tout ce qui a été discuté ce matin dans la session sur la grande démission, évidemment tombe d'une certaine façon dans une société où on a planifié l'économie. Pourquoi ? Parce que on gouverne en fonction des besoins. Donc les tâches qui doivent être effectuées font du sens, ont été exprimées comme une demande sociale. Il y a donc, si vous voulez, cette chose-là qui est extrêmement importante. Ça, c'est le premier niveau qui est un peu abstrait, un peu général. Le deuxième niveau, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure sur la nécessité d'expérimentation. On pourrait plutôt le formuler en termes d'autogestion. C'est-à-dire que dans le plan, il y a une dimension qui limite l'autogestion, puisqu'effectivement, il y a des commandes d'une certaine façon qui sont effectuées par la collectivité, mais la manière d'atteindre ces commandes n'est pas réglée précédemment. Il y a une pluralité de chemins qui doivent permettre d'y parvenir. Et là, il y a cette dimension aussi de sens du travail, au sens de trouver des solutions pour atteindre le mandat d'une certaine façon collective qui a été donné par le plan. Donc ça, c'était sur le premier point, mais il me semble que l'idée derrière, c'est que c'est contre le travail en miettes. Dans la société marchande, on morcelle le travail parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, dans le projet d'économie planifiée, on reconstitue du sens dans le travail en abandonnant ce fractionnement. La deuxième idée, c'est sur la financiarisation. Donc vous avez tout à fait raison, la financiarisation, ça ne commence pas en 2008, ça commence dans les années 70, fin des années 60 même, on pourrait dire. Bon. Et donc, la financiarisation, on parle de financiarisation dans de nombreuses dimensions, mais une des dimensions spectaculaires, c'est que, en gros, de l'après-guerre jusqu'aux années 80, il n'y a pas de crise financière majeure. Et à partir de la crise de la dette dans les pays du Sud dans les années 80, puis les crises des pays émergents, la Russie en 97, LTCM à ce moment-là, puis 2001, la bulle Internet, puis 2008, on a des crises qui sont à chaque fois plus importantes et qui nécessitent à chaque fois davantage d'argent public. Et donc s'il y a bien un domaine où il y a une action décisive et extrêmement brutale de l'État, c'est à travers les banques centrales pour sauver les marchés financiers. Bon. Et là, vous voyez, mon point était de dire que 2008 marque le moment où c'est tellement puissant que ça suffit cette histoire que les marchés s'autorégulent. Il y a besoin d'une action collective décisive pour les sauver. Donc ça, c'est quand même un point de bascule. Là, je vous remercie d'avoir pointé le lien sur le rapport entre financiarisation et planification. C'est que pour planifier, il va falloir définanciariser. Et définanciariser, ça veut dire d'une certaine façon renoncer à l'idée de stabilité financière. Il va falloir faire dégonfler la baudruche financière. Parce que la baudruche financière, c'est quoi ? C'est des promesses d'accès à des ressources pour plus tard. Et on a beaucoup trop promis à la finance. Et on ne va pas tenir ces promesses-là. Voilà. On ne va pas tenir ces promesses-là. Alors comment on fait pour le faire ? Et ça renvoie à une autre question sur la propriété qui a été posée. Alors évidemment, on peut se dire on va tout socialiser. Bon, pourquoi pas ? Moi, je suis pour imaginer ça, voir comment on peut le faire. Mais aussi,
si on gagne, si Macron dissout suite à la grève générale de cet automne et qu'on est au gouvernement en janvier, il va falloir se poser des questions un peu immédiates, des tâches immédiates. Moi, il y a un concept que j'aime bien, un concept de Lénine qui est très pratique et qui est celui des hauteurs stratégiques de l'économie. Ça veut dire quoi, les hauteurs stratégiques de l'économie? Ça veut dire que les grands réseaux d'infrastructures, les transports, l'énergie, les grandes banques, tous ces éléments, les grands établissements de construction, les télécoms, tous ces éléments qui sont vraiment décisifs pour constituer l'infrastructure du fonctionnement de l'économie, eh bien ça, il faut que ça passe sous contrôle public. Parce que ça va être vraiment ça les premiers leviers de déploiement de la planification. Et donc là, il y a une réponse un peu en termes de propriété publique nécessaire, de conditions nécessaires à la planification, c'est ça. Si en gros, vous avez en face de vous des grandes entreprises privées, de l'énergie, des transports et des télécoms, bah vous allez vraiment sérieusement galérer. Bon. Nous allons sérieusement galérer. Ensuite, peut y avoir des multiples formes de propriété dans la planification. Ça renvoie à ce que je disais sur l'expérimentation. Bah, évidemment, la petite propriété privée peut trouver sa place dans la planification. Il y aura des bouts de marché. On ne va pas planifier l'ensemble des industries textiles, de l'artisanat, des restaurants, ça n'a pas de sens. Plus c'est détaillé, moins ça a un besoin d'être planifié immédiatement. On peut imaginer à des niveaux plus agrégés d'avoir des propriétés publiques, mais qui ne soient pas des propriétés nécessairement nationales. Ça peut être entre des acteurs régionaux et des acteurs locaux, etc. On peut avoir des coopératives. Bref, il peut y avoir une multiplicité de domaines. Mais le rapport quand même entre planification et propriété, il est d'une certaine façon de réduction de l'espace de la propriété. Souvent on pense propriété privée comme quelque chose d'absolu, mais c'est pas vrai. Votre voiture, vous pouvez pas en faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de rouler à plus de telle vitesse. Le droit déjà limite l'usage de la propriété. De la même manière, ces multiples formes de propriété qui peuvent exister, elles-mêmes seront contraintes par les objectifs et à différentes échelles qui ont été décidés dans le mécanisme de planification. Voilà. Si juste il nous reste, pour information, il nous reste une dizaine de minutes, on va déborder un petit peu, comme ça on va prendre les 5-6 questions qu'il y avait assez rapidement, donc si vous pouvez être synthétique au moins, on a le temps de répondre correctement. On m'entend ? Ouais, je vais essayer d'être très synthétique. J'ai trouvé ça super que vous commenciez à aborder en fait les différentes échelles de planification. C'était pas du tout abordé au départ, du coup c'était un peu sur ça. Et du coup il y a une échelle qui n'a pas été évoquée, c'est l'échelle européenne. Et donc je voulais savoir un peu, contraintes, potentialités. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe dans la planification. En plus, vous avez parlé plusieurs fois de banques. C'est quand même pas mal la BCE qui décide des taux directeurs. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Voilà, je m'arrête là. Oui, le camarade aux lunettes, là, devant moi, a pas mal abordé la question de la planification territoriale. Bon, il marche ? Moi je voudrais aborder le problème d'un autre point de vue, celui qui normalement devrait être existant. Parce que sur la question de l'écologie territoriale, en 2012, la majorité des communes et communautés de communes devaient instaurer un plan climat-énergie territorial. Ça n'a pas été fait grand-chose. S'il te plaît, arrête de dire des conneries. Alors, en 2018, ça a été remplacé par l'enfant de Ségolène. Oui, avant le premier, c'était l'enfant de Borloo. Là, l'enfant de Ségolène, c'est-à-dire instauration de plans climat, air, énergie territoriaux. Ça fait quand même déjà 4 ans qu'on est là. Alors, il y a quelques expériences qui ont, semble-t-il, marché, mais dont on ne sait pas vraiment le bilan. Bon, il y a Grenoble, bien sûr. Il y a certains trucs. Bon, sur des trucs thématiques, il y a Strasbourg sur le vélo, etc. Mais aucun bilan. Alors, on peut aller sur le site de l'ADEME pour avoir les bilans, mais c'est tellement le bordel qu'on n'y comprend rien du tout. Donc voilà, enfin moi j'aimerais bien de savoir, ça fait 10 ans qu'il y a de la planification soi-disant, alors
Et je vais pas me contenter d'une réponse du genre qu'a fait la camarade, c'est-à-dire ah mais oui, mais c'est le capitalisme, on n'y peut rien, ça marche pas et donc on s'en fout. Non, je suis pas d'accord. Merci. J'enchaîne un petit peu pour que tout le monde ait le temps de parler et qu'ensuite on ait le temps de répondre. Du coup, si vous pouvez en moins d'une minute poser vos questions. Oui, c'est plutôt des questions que des interventions si c'est possible. Voilà. Alors, je vais faire rapidement dans ce cas, en commençant par citer l'International, où il est écrit il n'y a pas de sauveur suprême. Bah, pour les travailleurs, non, mais pour les capitalistes, il y en a un, c'est l'État. Donc la planification, elle n'est pas incompatible avec la gestion de l'économie capitaliste actuelle, parce que la bourgeoisie, elle aime bien nous mettre en valeur l'État-providence. Que l'on pourrait nommer comme le sauveur suprême des capitalistes. Un exemple actuel avec la renationalisation d'EDF, où le but est bien sûr de le réguler pour remettre de l'ordre dans l'anarchie capitaliste. En temps de crise, la nécessité d'un contrôle sur l'économie est admise par tous. Est-ce qu'on cherche à vider l'océan de l'anarchie capitaliste avec une planification bureaucratique, sauf que les gouvernements démocratiques, ils se heurtent toujours dans leur tentative poltronne de réglementation au sabotage du grand capital. Donc bon bah merci, désolé, je pourrais pas aller jusqu'au bout. Merci beaucoup. Désolé, je sais que c'est pas évident, hein. On préférerait que tout le monde ait plus de temps pour intervenir, mais comme ça il y a des réponses qui arrivent. Oui, vous avez souligné la manière dont le retour du plan est issu des situations diverses de pénurie du fait de la rupture des chaînes d'approvisionnement ou des guerres. Mais de l'autre côté, au moment de la crise des systèmes socialistes dans les années 70-80, les économistes dont János Korné ont souligné la manière dont une économie planifiée produit, du fait des objectifs de production fixes, des situations de pénurie. Donc j'aurais deux questions à partir de ce problème. Est-ce que cette limite du plan, donc le fait qu'il produise des pénuries, saute dès lors qu'on ne fait plus une planification productiviste? Première question. Et la deuxième, comment rendre, si ce n'est pas le cas, le plan désirable, dans la mesure où en fait on a une sorte de face-à-face de pénurie provoquée par le marché d'un côté et pénurie provoquée par le plan de l'autre? Alors, vous avez parlé de planification qui coïncide souvent avec une effervescence politique et une mobilisation du peuple. Donc, effectivement, il faut s'impliquer. Pour ça, il faut que tous on s'implique. Donc, ma question de ceci, c'est le tirage au sort pour impliquer, est-ce un outil efficace pour vous? Et donc, faut-il organiser aussi l'envahissement de toutes les strates de décision en parallèle? Voilà, dernière question. Je suis assez proche là? Très bien. Du coup, c'est par rapport à la démocratie. Emilien, tu as abordé beaucoup ce sujet, les institutions, et aussi le CEVIPOF, qui fait des études donc, sur la confiance en les élites politiques. Et là, je me dis qu'il y a un angle d'attaque qui est en fait de réformer les institutions par nécessité, parce que la confiance en les élites ne tient plus. Et donc par nécessité, une réforme des institutions qui amène le peuple en fait à pouvoir s'ingérer dans les décisions d'autant plus, et qui nous amène aussi à pouvoir produire de meilleures décisions. Parce que si la Convention citoyenne pour le climat était plus institutionnalisée, on aurait une vraie loi climat. Et donc voilà, est-ce qu'on a un angle d'attaque là-dessus ? Je vais répondre aux camarades sur la planification territoriale qui effectivement peut poser question. Donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, sur ces schémas, ces plans qui sont imposés successivement. Ça pose vraiment question parce qu'en fait, on n'a pas la logique d'accompagnement et de dotation des territoires pour certains, pour qu'ils puissent en fait bien faire leur boulot sur ces plans-là. Ensuite, effectivement, on n'a pas l'évaluation, mais ça c'est un autre sujet et c'est un autre débat. Donc il y a une vraie question sur, là on est plus sur les services publics et sur la valeur qu'on donne aux services publics et à l'action publique, plus que sur la planification.
On est sur comment est-ce qu'on permet aux collectivités, et même de manière générale à tous les services publics, de bien travailler, d'avoir l'expertise, d'avoir les données, d'avoir les moyens de les traiter pour pouvoir, en l'occurrence, faire des plans territoriaux de qualité qui fonctionnent. Là, ce qui se passe, en fait, c'est que on continue un peu comme sur les stratégies d'attractivité, les stratégies de développement, à entretenir une forme de concurrence, en tout cas de comparaison entre des territoires, entre ceux qui sont très bien dotés, qui ont les moyens de se payer de l'ingénierie, des cabinets de conseil, ou même d'avoir en propre des gens qui sont très compétents, qui ont une vraie vision à la fois technique, réglementaire, mais aussi politique. C'est ça en fait qui donne du sel à une vraie stratégie territoriale. Et donc on maintient en fait cette situation d'inégalité territoriale et même j'irais jusqu'à concurrence parce que les logiques de développement économique et d'attractivité qu'il y a eu, le paradigme de l'attractivité, c'est moi je vais attirer sur mon territoire, mais ça veut dire que ça ira pas ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut questionner. Et la première chose en tout cas, c'est de donner des moyens aux collectivités pour qu'elles puissent bien faire leur boulot. C'est difficile d'aller taper sur un plan climat qui est mal fait quand en fait on se rend compte que dans le service qui a dû le gérer, il y avait que 2 personnes qui ont donné tout ce qu'elles ont pu, qu'elles n'avaient pas le temps de concerter tous les autres services parce qu'elles étaient que 2, qu'elles ont des injonctions politiques et administratives contradictoires. C'est difficile d'aller taper sur ça et je veux pas taper sur les fonctionnaires territoriaux parce que plus j'en croise et plus je vois des gens qui font un super boulot et qui sont extrêmement engagés dans des conditions très difficiles. Voilà. Sur la question de la réforme des institutions, donc ouais, comme je le disais, il y avait, je vais traiter la question du tirage au sort en même temps du coup. Il ne s'agit pas de trancher le débat parce qu'encore une fois c'est quelque chose qui doit être discuté démocratiquement. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites pour les réformer en profondeur. J'ai presque senti poindre derrière la question de est-ce qu'en fait il s'agit de relégitimer les élites. Non, il s'agit bien, en tout cas dans cette logique de légitimité, de refonder le logiciel de la décision publique pour que le citoyen soit au cœur et que ça soit vraiment l'expression d'un choix politique, c'est-à-dire un choix collectif parce qu'on va transformer la société et donc on ne peut pas l'imposer aux gens. C'est dans un système démocratique, c'est pas compatible. Donc cette réforme institution, ça peut passer par exemple par le tirage au sort, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'un tiers du Sénat qui serait remplacé par des citoyens, qui seraient tirés au sort et qui auraient un mandat de 6 ans, qui auraient le temps de monter en compétences, d'avoir des vraies expertises sur des sujets et qui seraient renouvelés 6 ans après. Et qui viendraient contrebalancer peut-être les clientèles politiques qu'on peut observer traditionnellement. Donc le tirage au sort, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Je trancherai pas. Ça dépend ce qu'on en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il faut donner aux citoyens les moyens de se saisir de la décision. C'est-à-dire, en fait, on peut pas juste leur dire tiens, vas-y, décide, c'est toi, c'est ton rôle maintenant. Il faut les former, il faut pouvoir éclairer les controverses. Il faut qu'ils puissent se saisir de l'expertise. Quand on doit traiter des jeux de données, moi je suis le premier, je dois m'y confronter, je suis très mauvais en chiffres. C'est toujours une tannée. Donc j'ai des collègues qui sont très sympas, heureusement, qui m'aident toujours. Mais voilà, donc j'imagine un citoyen qui, je sais pas, qui est professeur de lettres ou qui est facteur et qui doit se retrouver avec des montagnes de métadonnées à traiter pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on fait une stratégie de réduction carbone. Moi personnellement, j'en suis pas capable. Donc il faut que, si c'était moi qui étais tiré au sort, il faut que je puisse être formé pour comprendre ce qui se passe et pouvoir travailler correctement, encore une fois. Je vais essayer de répondre sur quelques aspects. Je vais commencer par peut-être par l'échelle européenne. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la planification en France, c'est une histoire croisée avec la construction européenne, puisque les premiers plans, le plan Monet, il est à peu près simultané de la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et en fait, ça s'articulait à ce moment-là. Et puis on est passé à une phase où en fait il y a de manière simultanée un essoufflement de la planification en France qui est lié aussi à la construction européenne sur un mode très libéral. Et ce côté, cette dimension libérale de la construction européenne, finalement, elle débouche sur une situation où c'est compliqué en fait d'imaginer une planification telle qu'on l'entend dans nos économies nationales parce que les règles européennes aujourd'hui imposent au pays de déréguler certains secteurs qui sont souvent les secteurs que nous on aimerait bien, sur lesquels justement on pense qu'il faut reprendre la main pour prendre des décisions collectives au niveau national. Cela dit, il y a peut-être des brèches qui sont en train d'être enfoncées, notamment suite à la pandémie. On a bien vu que certaines règles budgétaires européennes qui étaient présentées comme inévitables et comme le cadre duquel on ne pouvait pas sortir, la règle des 3% ou autres, sont juste complètement volées en éclats. Donc il y a eu une transformation quand même de la manière dont la Commission européenne notamment aborde, et notamment la question climatique, parce qu'il y a maintenant un Green New Deal qui prête à
beaucoup de critiques, mais qui s'inscrit dans ce même discours de la planification. Voilà. Après, faut la regarder en détail et ça reste quand même dans un prisme qui est pas exactement le nôtre. Mais voilà. Donc, ça va, et c'est là où en fait il y a une interconnexion entre ce qu'on dit sur la planification et ce qu'on dit sur la transformation des institutions européennes. C'est-à-dire que sans rompre avec certaines dimensions des traités européens actuels, en fait on ne pourra pas faire la planification. Et c'est là où en fait ces deux dimensions-là se connectent entre elles. Sur les PCAET, plans climat, air, énergie, territoriaux, et sur ne pas se contenter de juste dire c'est la faute du capitalisme. Je pense qu'on a essayé quand même d'exprimer les choses de manière un peu plus complexe que ça. Et justement, je trouve que ce thème de la planification, il permet de justement apporter une critique du capitalisme qui n'est pas juste une injonction de c'est le système capitaliste et voilà, mais d'aller dans le détail de quel autre modèle économique on peut mettre en place et quelles sont les étapes pour y arriver. Et pour moi, dans les étapes pour y arriver, il y a une prise de pouvoir au niveau de l'État et au niveau national. Pourquoi ? Je prends l'exemple de là où je vis, je suis du 91. J'habite près de la ville de Brétigny-sur-Orge. Bien sûrement un PCAET et plein de SRADET, enfin tous les plans possibles sur la question climatique, biodiversité, tout ça. Amazon a décidé d'implanter un méga entrepôt à Brétigny-sur-Orge. C'était impossible d'aller contre cette décision. Donc en fait, on pourra créer toutes les instances de concertation citoyenne et demander à des fonctionnaires qui ont déjà énormément de choses à faire de construire des plans territoriaux. Si on n'a pas repris la main sur le système économique, ce sera vain. Voilà, ce sera impuissant. Donc quelque part, je pense que moi... Ah oui, nous non, pardon. Pourtant... on a lutté. Non, mais je veux dire, la solution, c'est pas la solution n'est pas de s'appuyer strictement de compter sur les mobilisations populaires. Il faut que ce soit des décisions politiques et institutionnelles pour justement qu'elles soient systématiques. Et je m'arrête là. Je vais être très bref, un mot sur Corneille. Effectivement, donc Corneille, c'est la critique des systèmes socialistes, notamment autour de l'idée que, vu qu'il n'y avait pas de contrainte de marché qui imposait une contrainte aux acteurs, il y avait une logique de pénurie qui s'imposait. Il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que les systèmes socialistes, à l'époque, ils fonctionnaient avec un système d'information qui était très pauvre. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'information complètement différents, donc on peut être beaucoup plus fin. Et puis, le deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a une logique dans la décroissance matérielle et la transformation de la satisfaction des besoins qui est assez différente de celle ultra-consumériste du boom de l'après-guerre, quoi. Donc, bon, mais à creuser. Sur l'emboîtement des échelles, je ne vais pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que l'Europe, c'est aussi un champ de bataille. La désobéissance, on sait que voilà, si on veut faire la planification écologique et il faut confronter l'Europe et sortir sur certaines de ses dimensions, désobéir, ça fait partie de notre ADN. Par ailleurs, c'est aussi un levier pour proposer des coopérations, hein. Et des fois, la planification apparaît là où on s'y attend le moins. Mario Draghi a proposé qu'il y ait un achat groupé d'énergie de tous les pays européens en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a une planification nécessaire de l'énergie derrière. Ce qui, bon, alors c'est pas encore fait, mais les choses bougent très vite, quoi. Bon. Troisième point, sur la question du sabotage qui a été évoqué, et l'idée que comment on fait que les capitalistes sont très contents de reposer sur la planification d'un côté, et en quoi ça se distingue de la planification que nous on porte ? C'est une excellente question, hein. Alors moi ce que j'essayais de répondre, il y a deux éléments. Le premier, c'est qu'une planification non productiviste, même présentée de manière sans aucune logique confrontationnelle, eh bien elle va tellement à l'encontre du capital qu'il y a tout de suite une transformation qui a lieu. Le deuxième élément de réponse, et là c'est un élément d'inquiétude par contre, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de mobilisation pour soutenir cette transformation, ça va être très dur. Et d'autre part, même s'il y a des mobilisations, s'il n'y a pas des capacités, y compris techniques, des savoir-faire, etc., qui sont construits dans l'État pour pouvoir gouverner l'économie, on va galérer. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'évaluer les problèmes, de discipliner les capitalistes, etc. Et ça nécessite d'avoir des compétences qui sont construites. Et ça existe, ça peut se déployer, mais c'est l'affaiblissement de l'État aujourd'hui par le néolibéralisme, le recours au cabinet de conseil, etc. C'est des compétences qui sabrent, hein. Et donc là, il y a aussi des éléments d'inquiétude.
Juste la prochaine conférence, si vous restez dans cette salle, c'est comment ils démobilisent l'université et la recherche. Et merci à toutes et tous pour la participation, on laisse la place.